Dernière personne qui vient de se connecter. Je vais vous proposer qu'on commence ce webinaire. Quelques petits rappels d'usage pratique. La session, le webinaire est enregistré à des fins de revisionnage et de rediffusion possible par la suite. Je vous demanderai, si possible, de bien garder vos micros fermés. Normalement, c'est paramétré pour. Et si possible, de couper vos caméras pour préserver le flux Internet. Et puis voilà, donc si vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on y reviendra dessus en fin de présentation. Donc le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un webinaire qui va revenir sur l'atlas des centres de l'AFNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et de s'appuyer à partir de cet atlas, d'en faire un petit peu un focus sur la Loire et de voir qu'est-ce qu'on peut en retenir et qu'est-ce qu'on peut en présenter sur la Loire, quelques éléments. Pour ce faire, donc, on va s'organiser en 2 temps, avec tout d'abord une présentation de la démarche telle qu'elle a été menée par la FNO, sur cet atlas des centres et comment mesurer les dynamiques des centres-villes français. Et puis, dans un second temps, on reviendra sur quelques indicateurs qui étaient présents dans cet atlas et on fera plus précisément un zoom sur ce que ça représente pour les centralités ligériennes. Donc, cet atlas des centres, il s'inscrit dans un dispositif partenarial qui fait partie d'une démarche d'observation collective qui est pilotée par la FNO. Donc, la FNO regroupe les différentes agences d'urbanisme françaises. Et depuis 2013, il y a eu une volonté en fait de construire collectivement des indicateurs et de partager ainsi des méthodes et des analyses. Ces cycles d'observation se font sur la base du volontariat au sein des agences et de la disponibilité de différents experts, entre généralement une vingtaine et une quarantaine d'experts des agences qui vont réfléchir ensemble sur une thématique pour observer des éléments. Le but étant in fine d'éclairer la connaissance et d'outiller les décisions. Donc, c'est une démarche qui est partenariale, pilotée par la FNO, avec différents partenaires tels que Interco de France, France Urbaine, et aussi le soutien de la Banque des Territoires, de la DGALN et de l'ANCT. Donc, cette publication qui cherche à observer les centres, donc les centres-villes. Pourquoi déjà, dans un premier temps, c'est que ça reste un objet territorial peu observé. Il y a eu le centre-ville a connu différentes périodes d'essor, mais aussi de déclin, au rythme des grands process historiques, économiques, culturels et sociaux. Depuis les années 70, il était plutôt observé un centre-ville qui était rentré dans une période de déclin. Mais depuis quelques années, il y a différents processus qui permettent d'essayer de revitaliser ces centres-villes et de lui réaccorder une place importante. Le but étant essayer de le protéger, de le redynamiser pour lui trouver un nouveau souffle. L'objectif de cet atlas, c'était notamment de fournir un outil de comparaison multithématique pour aider les acteurs territoriaux à mieux comprendre les dynamiques qui étaient en œuvre et aussi essayer de guider, si possible, les politiques publiques en lien avec les centres-villes. Cela passait par l'observation de différentes thématiques et différentes dynamiques, donc à la fois des dynamiques sociales, des dynamiques économiques, démographiques ou résidentielles présentes qu'on pouvait observer dans ces centres-villes. Si possible, par l'observation de ces centres-villes, également regarder ce qu'il pouvait y avoir, ce qu'il pouvait se passer autour de ces centres-villes, donc en périphérie de celles-ci, et justement essayer de mesurer les tendances à la fois dans les centres-villes au regard des tendances à l'œuvre dans les périphéries. Cet atlas a aussi essayé d'approcher les axes pour bâtir une stratégie de revitalisation en regard de ces forces et des faiblesses que l'on peut observer dans les centres, et aussi quelles peuvent être les dimensions culturelles et symboliques qui va les représenter. Donc,
sur la séance et le webinaire que nous allons présenter aujourd'hui, on ne va pas balayer l'ensemble de ces dynamiques et de ces indicateurs qui ont été construits pour cet atlas, mais justement, on essaiera de faire un focus sur quelques indicateurs un peu saillants. Alors, avant d'observer les centres-villes, la démarche a d'abord cherché à comprendre quel centre-ville de quelle commune française il fallait retenir et observer. Donc, il a fallu déterminer en premier lieu les centralités. Les centralités qui allaient faire l'objet du socle d'observation pour ensuite observer les centres-villes de ces centralités. Donc, pour déterminer les centralités françaises, il y a été retenu quelques grands faits et phénomènes. Donc, tout d'abord, le rôle structurant des équipements, qu'il soit à travers la densité, la diversité de l'offre, sur les équipements retenus. Et puis, à travers aussi sept secteurs retenus, la population, l'emploi, le secteur administratif, la présence de commerce, les équipements d'éducation et puis les équipements de santé et de culture. L'autre point important pour déterminer les centralités, c'était d'essayer de comprendre dans l'organisation et dans l'armature territoriale comment se jouaient les aires d'influence de ces centralités et de ces polarités. Et ça, c'est passé par l'analyse des déplacements domicile-travail. Il y a donc eu 3136 centralités déterminées à l'échelle nationale. Il y en a 38 qui apparaissent à l'échelle ligérienne. On y reviendra après. Hein, je vous ferai, il y aura une cartographie sur les centralités ligériennes qui vont plus nous concerner directement. Et il y avait 5 typologies de centralités qui ont été déterminées. Ces 5 typologies de centralités sont intéressantes pour la suite parce que c'est elles qui vont permettre de comprendre et de mesurer les dynamiques structurelles et organisationnelles que l'on peut observer à l'échelle des centres-villes en fonction de l'appartenance à une polarité ou à une autre. Donc ces 5 polarités, on va retrouver les polarités structurantes. Ce sont celles où l'emploi est largement suffisant pour capter ses propres actifs, mais également attirer les actifs des territoires voisins. On va y retrouver aussi une offre d'équipements très large qui va contenir à la fois les équipements de très haut niveau et les équipements de proximité. Par exemple, sur notre territoire, ça sera le cas par exemple de Saint-Étienne. Ensuite, on va voir les polarités multiconnectées. Donc là encore, on est sur des communes où il va y avoir un grand nombre de trajets domicile-travail observés, mais qui vont être à la fois entrants comme sortants. Donc à savoir des actifs qui vont venir y travailler, mais des actifs aussi qui vont y résider, qui vont aller ailleurs. Donc la particularité de ces polarités multiconnectées, c'est qu'elles sont très souvent connectées à d'autres polarités structurantes. Il n'y aura pas forcément un haut niveau d'équipement sur ces communes-là, sur ces polarités-là. Il y a un niveau d'équipement présent, mais on ne va pas forcément avoir les équipements de haut de gamme tels que le dit l'INSEE, par exemple les universités, les choses comme ça. Ensuite, on pourra observer les centralités indépendantes. Donc les centralités indépendantes, elles ont la particularité d'avoir une offre d'équipement en leur sein, d'avoir également une offre d'emploi, mais elles n'ont pas, au sens des domiciles-travail, une aire d'influence très large. Donc ça va vraiment être des communes, des polarités qui vont fonctionner un petit peu en autonomie, en quelque sorte. Ensuite, il y aura les centralités relais et les centralités résidentielles qui ont un fonctionnement un petit peu similaire. On est sur des centralités où les actifs, en principe, à plus de 70% pour les centralités relais, se déplacent dans une autre commune, dans une autre polarité pour travailler. Pour les centralités résidentielles, on est plutôt à 80% de ces actifs qui vont travailler sur une autre commune. Ce qui les caractérise et les différencie, c'est que la centralité résidentielle, généralement, on y observe une offre d'équipement légèrement plus importante que sur les centralités relais. Donc voilà ces 5 grandes typologies de centralité. Ce qui va donner donc dans la cartographie que l'on pourrait retrouver dans l'Atlas des centres, c'est différentes petites bulles, ici avec un zoom sur la Loire et puis le Rhône voisin. Et puis sur l'Atlas des centres et la cartographie d'ensemble, on voit en fait par le jeu des petits tracés l'aire d'influence qui va se dessiner pour ces communes et pour ces polarités. Je vous propose une cartographie plus classique, on va dire, avec les limites administratives que l'on connaît, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la Loire. Donc, comme je le disais, il y a 38 centralités.
9 polarités structurantes qui vont être les communes en violet, donc qu'on va retrouver en fait sur l'ensemble du territoire ligérien. Ça va être Montbrison, ça va être Boin, ça va être Roanne, Saint-Germain-Laval, par exemple. Ensuite, on a une spécificité avec une polarité multiconnectée. Il n'y en a qu'une sur notre département. C'est la commune de Noiretable. Donc, pour rappel, c'est une polarité qui arrive à capter des actifs, qui a quand même une offre d'équipement assez importante, enfin, pour son territoire, tout au moins, et qui va être aussi également connectée avec d'autres polarités. On retrouve ensuite 5 centralités indépendantes. Usson, ici à l'ouest du territoire, Pélussin, Panissière, Balbigny et Chazelles-sur-Lyon. Ensuite, un certain nombre, 15 centralités relais, c'est les centralités les plus présentes sur les territoires. On les retrouve essentiellement à 2 endroits géographiques dans le sud de notre département, autour de Saint-Étienne notamment, et puis dans le bas de la plaine du Forêt, avec Saint-Just-sur-Ambert, Saint-Galmier par exemple. Et puis on va aussi retrouver un certain nombre autour de Roanne, avec Mably, Le Coteau par exemple. Et puis enfin, il y a les centralités résidentielles. Donc là encore, on a un nombre d'actifs qui va travailler dans d'autres polarités, mais un taux d'équipement quand même assez important et assez bon. Et là, elles sont principalement localisées dans le sud du département, dans la couronne stéphanoise, et puis aussi sur le territoire de Loire-Forêt, de Forest, on en retrouve quelques-unes. Voilà donc pour ce qui est des centralités. À partir de ces centralités, il y a eu une deuxième phase de réflexion et de travail mené en séance, collective pour déterminer comment on va comprendre et choisir et retenir un centre-ville. Puisqu'il peut y avoir des visions complètement différentes et partagées de ce qu'est un centre-ville, il a fallu essayer de définir un cadre. Et pour illustrer un petit peu ces ressentis et cette vision qui peut être à tout à chacun différente, on a fait ce petit exercice au sein de l'agence, juste comme ça sur 2 communes pour essayer de dessiner selon notre propre ressenti ce que pourrait être le centre-ville sur Saint-Chamond et sur Saint-Étienne. Et on voit bien qu'il y a des homogénéités au sein d'une hétérogénéité de forme en fonction des perceptions de chacun. On voit un hypercentre quand même qui globalement à chaque fois est compris, que ce soit pour Saint-Étienne ou Saint-Chamond, on voit quand même qu'il y a au moins une poche commune à chaque dessin. Mais après, les contours, les limites vont finalement différer en fonction de la perception de tout à chacun. Donc, dans la démarche, l'idée qui a été retenue et proposée par la FNO, c'était vraiment d'arriver à caractériser un centre-ville qui puisse être construit de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Quelques définitions qui semblaient importantes, c'est déjà qu'un centre-ville va se caractériser par une densité et une diversité dans ses fonctions. On va y retrouver des habitants, on va y retrouver de l'emploi, il va y retrouver la capacité de se lui approvisionner, de faire du commerce, mais il y a également normalement un certain nombre, une offre de loisirs importante et la possibilité d'avoir accès à l'éducation, donc ça passe par la présence d'écoles, éventuellement la présence d'universités par exemple. Mais aussi une des caractéristiques fortes qui a été retenue pour déterminer un centre-ville, ça va être l'aspect historique et la présence en son sein d'un bâti ancien plus marqué. Voilà, les centres-villes français se sont construits assez souvent dans beaucoup de communes sur des centres-villes historiques assez présents et puis avec un vrai passé derrière, avec des communes qui ont par exemple eu des contraintes de monuments. On peut penser à des communes sein de remparts comme Saint-Malo, Avignon par exemple. Et du coup, ça a forcément joué sur la présence du centre-ville. Ce caractère historique, ce qui a été aussi retenu, c'est qu'il n'était pas pour autant systématique. Donc il ne devait pas être excluant, puisque finalement, il y a des communes qui ont connu des développements beaucoup plus récents. Il ne fallait donc pas forcément s'affranchir et retenir un critère historique trop fort. Du coup, pour la méthodologie qui a été proposée, s'appuie sur 4 grands principes. Un premier principe qui était de s'appuyer sur le carroyage le carroyage INSEE, avec une maille de 200 mètres par 200 mètres, ce qui permettait d'avoir une maille commune à l'ensemble du territoire français et ensuite de servir de socle pour éventuellement le prochain calcul d'indicateur.
Ensuite, il a été retenu de créer des indices de concentration et de diversité calculés à l'échelle communale. Des seuils de sélection différents selon la catégorie de la commune. Donc là, la catégorie de la commune, ça revient aux catégories de centralité qui ont été présentées quelques diapos avant. Et puis enfin, il a été retenu qu'un centre-ville devait former en quelque sorte un tout et qu'il devait être contigu. Alors bien sûr, il y a des particularités, il va y avoir des cas sur des centres-villes, des très grandes communes françaises, hein, notamment Paris, Lyon, Marseille, qui ne nous concernent pas forcément ici aujourd'hui, mais où on pourrait déterminer qu'il y a plusieurs poches de centralité, de centre-ville au sein de ces communes. Mais dans l'idée, il a été vraiment retenu de ne privilégier qu'une seule zone par commune, celle qui présenterait à la fois les caractéristiques de continuité territoriale les plus fortes et aussi les caractéristiques de concentration et de diversité les plus élevées. Je vais essayer de vous présenter ça quand même de façon assez simple. Je m'excuse un peu parce que c'est vrai que c'est assez technique, mais ça semble important pour comprendre un petit peu l'objet de la démarche et la finalité de la démarche, et aussi pour mieux parfois percevoir que certains chiffres et indicateurs pourraient peut-être un peu surprendre in fine. Donc, sur les niveaux de concentration, donc, il a été calculé 4 niveaux de concentration sur la part des équipements, la part de la population, la part des établissements pour observer l'emploi, et puis également donc la part des bâtiments construits avant 1945 pour mesurer justement le centre historique et de ces centres-villes. Donc les carreaux qui concentraient à la fois, à chaque fois pour chaque étape, le plus d'équipements, le plus d'habitants, le plus d'emplois et le plus de bâtiments anciens ont été à chaque fois identifiés et mis en évidence. Le but étant ensuite de pouvoir les associer pour retenir là où il y avait contiguïté et concentration de ces différents phénomènes. En plus de ça, il y a été apposé donc un indice de diversité sur la base de l'observation de 6 types d'équipements: les commerces alimentaires et non alimentaires, tout ce qui va concerner l'animation urbaine et le tourisme, le service aux personnes, les services de santé et les équipements de culture et de loisirs. Donc, le but étant in fine d'avoir un ensemble de carreaux qui concentre à la fois un grand nombre d'équipements, un grand nombre d'habitants, un grand nombre d'emplois comme on a vu précédent, mais aussi une offre diversifiée la plus large possible pour bien être en mesure de déterminer des centres-villes très opérationnels et très fonctionnels. Une fois ces différents indices calculés, donc les 4 indices de concentration et l'indice de diversité, ça a permis d'aboutir à la sélection du périmètre des centres-villes s'il y avait au moins 2 des 5 indices les plus élevés dans la commune. Donc par exemple sur le petit schéma qu'on a pu suivre là, qui a fait suite sur les 2 dernières diapos, on obtenait ce petit format triangulaire de 3 carreaux contigus qui était l'endroit où il y avait continuité des indices et de concentration et de diversité au sein de la commune. C'est pour ça que c'est ces 3-là qui sont retenus et pas celui isolé en bas à droite de la commune. Il faut savoir, pardon, petite précision, qu'en fonction des niveaux de polarité, pour éviter les effets de diffusion sur les trop grandes communes, les seuils de concentration et de présence d'équipements ont été en fait abaissés en fonction de la taille des communes. Donc il a été considéré dans l'étude et dans l'analyse que plus les communes étaient petites et restreintes, plus le taux de concentration devait être important pour que l'on considère le carreau comme faisant partie du centre-ville. Justement pour éviter ces effets de dilution où dans les grandes communes, on peut avoir des axes notamment de présence de commerce, de présence d'emploi, de présence d'habitat plus diffus dans l'intégralité du périmètre communal. Dans le cas qui nous concerne, trois des exemples de périmètres de centre-ville qui ont été retenus. Donc pour Saint-Étienne ici à gauche, Saint-Chamond au centre, et puis un autre exemple à Saint-Just-Saint-Rambert à droite. Donc on voit par exemple pour Saint-Étienne que le centre-ville déterminé par cette méthode, s'étend à peu près de la place du Peuple jusqu'à la place Carnot. Donc avec quand même une concentration de carreaux importante ici sur l'hypercentre. Pour Saint-Chamond, on va être sur un secteur compris au nord-ouest de la gare en quelque sorte. Et puis donc sur Saint-Just-Saint-Rambert, il n'y a bien qu'un seul centre, alors que c'est une commune, voilà, on est sur un rapprochement de 2 anciennes communes qui ont été rapprochées, et on a un seul centre-ville qui a été retenu du côté de Saint-Rambert. Je vous propose de revenir maintenant sur les indicateurs
et de faire à travers quelques indicateurs qui ont été présentés et retenus dans la publication de l'AFNO, si possible, un petit zoom sur justement les centralités ligériennes et est-ce que l'on va essayer de regarder si on a un petit peu les mêmes tendances, si on observe un peu les mêmes phénomènes. Donc, il y a une vingtaine d'indicateurs qui ont été construits dans le cadre de cette étude autour de 6 fonctions urbaines qui étaient donc se loger, s'approvisionner. Donc, par s'approvisionner, on était plutôt sur les aspects d'accès au commerce, oui, c'est ça, d'accès au commerce, exactement. Se divertir, donc là, on va plutôt être sur une description de l'offre culturelle. Travailler, se déplacer et également l'offre de soins. Donc, la première thématique que je vous propose sur laquelle je vous propose de revenir, ça va être la thématique du logement et de l'habitat. Donc, avec un premier focus, ce que je vous propose de faire d'abord sur ce qui a été présenté dans l'Atlas des centres, et ce que vous pourrez vous retrouver dans l'Atlas des centres, donc à l'échelle nationale, et puis ensuite on le déclinera à l'échelle locale. Donc, à l'échelle nationale, ce que l'on peut observer, c'est que dans les centres-villes, on a des centres-villes où les ménages sont un peu plus petits que dans la périphérie. On a 2 personnes en moyenne par ménage contre 2,3 en périphérie. Et il y a plus de ménages de centre-ville où on retrouve des personnes seules, avec 48% des ménages de centre-ville qui ne comptent qu'une seule personne, contre 37% dans les périphéries. On voit dans les dynamiques régionales qu'il y a des phénomènes observés de façon complètement différente. Les polarités structurantes et les polarités multiconnectées, on va plutôt être en présence de ménages de une personne, en plus grand nombre, on va être à 55-60% même parfois. À l'inverse, dans les centralités relais et les centralités résidentielles, on va être plutôt sur 40% seulement de ménages d'une seule personne. Et à l'inverse, sur l'axe ici des ordonnées, on va avoir une observation de plus de ménages de comptant 5 personnes et plus sur ces polarités-là. Auvergne-Rhône-Alpes se situe un petit peu à l'intermédiaire de ces deux phénomènes. On est à peu près 50%, en dessous de 50% pour Auvergne-Rhône-Alpes et on est à 7% de ménages de 5 personnes et plus. Si on observe à l'échelle de notre département, donc on a sur le même type de représentation. Sur l'axe ici à gauche, où on aura donc le part de ménages de plus de 5 personnes, et puis sur l'axe ici, on aura la part des ménages de une personne. Est mise en évidence par les points orange. Dans les points orange, ça va représenter les communes des polarités structurantes, et dans les points bleus, on va avoir les autres communes appartenant aux 4 autres polarités. Ce qui est assez comment dire, mise en évidence, c'est que les polarités structurantes sont pratiquement toutes celles qui se placent comme ayant le plus de ménages d'une personne au sein de leur centre-ville et également le moins de ménages de plus grand nombre. On est sur notre territoire à 1,9 personnes en moyenne dans les centres-villes. Pardon, oui, c'est ça, 1,9 personnes, c'était difficile à déterminer, mais contre 2,2 en périphérie. On a 51% des ménages de centre-ville qui sont des personnes seules, alors qu'on est à 38% dans les périphéries. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment deux phénomènes qui s'observent de façon différente sur notre territoire. Vous retrouvez ici la moyenne de la Loire, donc on est enfin sur la moyenne des centralités de la Loire, pardon. On est légèrement en deçà de la moyenne Aura pour ce qui est des ménages de plusieurs personnes, de 5 personnes et plus. Autre indicateur sur lequel je vous propose de nous attarder concernant cette thématique du logement, sur la pauvreté. Une pauvreté qui est plus fréquente et plus observée dans les centres-villes à l'échelle nationale, puisque 18% des ménages vivant en centre-ville sont en situation de pauvreté, contre 15% à l'extérieur, on comprend par extérieur à la périphérie de ces centres-villes, quelle que soit la région observée. Donc, sur le graphique ici, sur l'axe des abscisses, vous aurez la part des ménages pauvres en centre-ville. Donc, plus on va tirer vers la droite, plus on aura une présence importante de ménages pauvres en centre-ville. Et sur l'axe des ordonnées, on va mesurer l'écart entre la part des ménages pauvres en centre-ville et la part des ménages pauvres en périphérie. Donc, plus on sera vers le haut du graphique, plus on aura un écart important entre le centre-ville et sa périphérie. Ici, ce qu'on constate, c'est qu'à l'échelle nationale, c'est que c'est les polarités multiconnectées
qui sont celles où l'écart est le plus important et où on observe une part des ménages pauvres plus importante dans les centres-villes au regard de sa périphérie. Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes se situe ici, pardon, excusez-moi, j'avais perdu le point. On va être sur quelque chose d'assez intermédiaire et qui va être pas loin de résultats que l'on peut observer par exemple pour les centralités relais. Dans l'ensemble, sur les polarités structurantes, on va avoir une part de ménages pauvres plus importante. On est à 21%, alors qu'elle est de 14% dans les centralités résidentielles. Le même exercice à l'échelle des communes que l'on peut observer. La moyenne nigérienne est à 20% de ménages pauvres dans les centres-villes, mais on a quand même une très grande disparité. On va aller de 10% pour La Roche-la-Molière, Unieux, Saint-Genélaire par exemple, jusqu'à 35% de ménages pauvres dans le centre-ville. C'est le cas pour la commune d'Andrézieux. Alors bien sûr, ça peut tenir compte des critères qui ont permis d'établir les centres-villes et il pourrait être intéressant pour vous, si vous voulez faire une analyse un peu plus locale, d'aller constater un petit peu quel est le périmètre qui a été retenu pour le centre-ville et pour mieux comprendre finalement ce phénomène et l'analyser. On constate, si on fait on essaye à faire quelques regroupements géographiques, c'est que globalement, sur les centralités de Londaine, donc Saint-Genélaire, Roche-la-Molière, Union, on a des caractéristiques très très communes que l'on peut rapprocher également de Firminy. On va avoir en fait des centres-villes où la pauvreté est moins représentée finalement qu'ailleurs la pauvreté est moins représentée au sein du centre-ville par rapport à la périphérie. Il y a quelques communes, Union encore, mais également Roanne, où on observe une pauvreté moins marquée dans le centre-ville que sur la périphérie de celle-ci. Pour ce qui est des autres polarités structurantes, donc les petits points orange, on voit que globalement, on s'inscrit dans un phénomène assez commun. On va avoir 20 à 25% de ménages pauvres observés dans le centre-ville et une dispersion entre 6 à 10 points d'écart par rapport à la périphérie. Je vous propose maintenant d'aborder la thématique de l'approvisionnement à travers un indicateur mesurant la dynamique commerciale. Les centres-villes présentent un véritable atout sur la dynamique commerciale, puisque 32% des commerces observés se situent dans le centre-ville dans l'étude qui en a été faite. Il a été mesuré un indice de spécialisation qui visait à comprendre la composition du tissu commercial d'un centre-ville au regard du tissu commercial du reste de sa commune. Si l'indice tend vers 0, par exemple, ça veut dire que lorsqu'il y a 30% des commerces qui sont dans un quand 30% des commerces sont dans un centre-ville, alors si pour chaque type de commerce que l'on peut observer, les mêmes 30% sont respectés, alors l'indice tendra vers 0 et on aura un centre commercial, un centre-ville communal qui n'aura pas forcément de spécialité commerciale. Dans notre département, on a quelque chose d'assez marqué, justement, avec des spécialisations où l'indice, donc on est sur le 0 ici, l'indice aura tendance à monter et à être au-delà de la moyenne observée en France métropolitaine, puisqu'on est à 0,32. Et on a quand même un certain nombre de communes où on observe une vraie spécialité commerciale. Les quelques communes où ça ne va pas être observé ou moins observé, ça va être les communes périphériques qui vont être dotées de centres commerciaux assez importants. Puisque du coup, en fait, ce sont ces centres commerciaux situés en périphérie qui vont finalement obtenir et concentrer la spécificité commerciale. Je vous propose ensuite de revenir sur la thématique se divertir. Alors toutes ces thématiques, hein, je le reprécise, là je présente qu'un des indicateurs qui a été analysé et déterminé dans la publication. Donc sur la thématique du divertissement, un indicateur qui a été un exercice d'observation a été essayé de mesurer ce qui pourrait être appelé la convivialité et l'indice de convivialité. Donc cet indice de convivialité, c'est un indicateur composite, donc qui va associer différentes choses. L'idée était d'observer le taux d'équipement en centre-ville, donc taux d'équipement en bar et en restaurant en centre-ville pour 1000 habitants. Ensuite, d'y associer le ratio de ce taux d'équipement au sein du centre-ville en comparaison de sa périphérie. Et puis enfin, de rajouter par-dessus un indice de concentration
pour bien mesurer si il n'y a pas, si la diffusion est plus importante en périphérie par rapport au centre-ville. Donc, sur la carte, vous voyez ici en volume, vous aurez en fait le volume représente le nombre de bars et de restaurants que l'on peut observer dans sa centralité. Et puis la couleur va justement vous indiquer cet indice de convivialité. Donc, deux faits à en retenir. Déjà, c'est que sur la Loire, on est quand même bien au-dessus en termes de présence de ces lieux de convivialité, puisqu'on a 14 établissements pour 1000 habitants dans les centralités observées de la Loire. On est à 8,3 à l'échelle nationale, on est quand même 6 points au-dessus. Et on a aussi une vraie rupture, puisque en fait, on a 14 établissements observés pour 1000 habitants dans le centre-ville de ces centralités, et en fait, on est à seulement 3 pour les périphéries observées de ces centralités. Donc, on a vraiment une concentration des lieux de convivialité au sein des centres-villes des communes observées. Et là où on va observer les meilleurs taux de convivialité, ça va plutôt être dans les secteurs de montagne, donc dans les centralités de montagne, telles que Norétable, Husson, Saint-Bonnet, par exemple, Saint-Bonnet-le-Château, pardon, et puis également dans la plaine du Forêt. C'est un peu moins marqué sur le territoire de Saint-Étienne métropole, mais c'est aussi parce qu'il y a un très très grand nombre et puis il y a un peu plus de population, donc forcément ça a tendance à faire réduire, à diminuer un petit peu ces indices-là. Ensuite, sur la quatrième thématique, la thématique du déplacement. Donc, différents indicateurs avaient été mesurés, notamment sur la présence du vélo, l'usage du vélo. Là, je vous propose de revenir sur l'indicateur de l'accès à pied à la population. Alors, généralement, tous les centres-villes qui ont été observés, on a plutôt une densité de population élevée, donc forcément, les chiffres vont être plutôt forts. 75% des communes étudiées à l'échelle nationale voient la moitié de leur population qui a accès au centre-ville en moins de 15 minutes à pied. Donc ça confirme bien le rôle central de la densité communale. Toutefois, en fonction un petit peu de ce typologie de centralité, on va avoir des dispersions qui vont s'organiser de façon différente. Donc, sur les polarités structurantes, on va avoir souvent une proportion plus faible de population qui va accéder au centre-ville. Cela s'explique en fait principalement par le fait que les polarités structurantes sont des plus grandes communes, plus étendues, avec donc forcément un accès au centre-ville à pied et strictement à pied plus mesuré et plus difficile. Néanmoins, souvent sur ces polarités structurantes, ce qu'il faudrait tenir compte, ce qui n'a pas pu être retenu ici dans l'analyse pour des questions notamment d'accès à la donnée et aux ressources et au traitement, c'est qu'il va y avoir des alternatives secondaires et notamment des réseaux de transport public qui vont permettre en fait de compenser cet accès à pied plus contraint par des accès secondaires et des accès en transport public. À l'échelle, donc, Saint-Étienne confirme cette observation faite à l'échelle nationale, puisqu'il n'y a que 29% de la population de la commune qui aura accès au centre-ville à pied en 15 minutes à pied. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que malgré ce 29% qui est au mètre au regard qui est à mettre au regard du reste, Saint-Étienne se comporte de façon plutôt bonne par rapport à des villes un peu similaires comme Brest, Nantes ou Strasbourg, par exemple, où on est plutôt autour de 20% en général sur les villes de la taille de Saint-Étienne. Pardon, excusez-moi. Voilà. Et du coup, si on essaie de le traduire en termes de cartographie sur notre territoire, donc on va obtenir cette carte-là. Plus on va être dans le bleu et plus on aura un ratio faible, et plus on va être dans le vert sombre, plus on aura un ratio important de la population qui aura accès à son centre-ville à pied. On a même un peu une particularité sur notre territoire, alors je pense que c'est le cas ailleurs, c'est qu'on a même un certain nombre de communes observées, de centralités observées, dont l'intégralité ou presque de leurs habitants ont accès à pied au centre-ville, du fait notamment voilà, d'une densité, d'un tissu plus construit. Et ça va être le cas de Saint-Bonnet-le-Château, de Saint-Priest-à-Jarret également. Alors, Saint-Priest-à-Jarret a un petit peu une particularité, c'est que le centre-ville qui a été retenu dans l'étude est situé un peu sur le bas de la commune. Donc du coup, ça gonfle un petit peu le poids de population puisque ça permet d'accéder, du coup, ça capte des habitants de Saint-Étienne, par exemple.
Et puis on va retrouver aussi l'arrêt Camarie où 99% du centre, enfin de la population aura accès en 15 minutes à pied au centre-ville, ou encore Sorby. Sur la thématique du soin et de prendre soin, alors sur cet indicateur-là, je vous propose deux commentaires. Un premier commentaire où je vous ai remis la carte qui a été proposée et retenue dans l'Atlas, donc une carte des départements français, puisque c'est pas un indicateur très évident à mesurer sur l'accès à la patientèle et tout ça. Donc du coup, la Loire s'inscrit dans... alors attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème de lecture. Donc la Loire ici s'inscrit dans un phénomène un petit peu différencié par rapport au reste au reste du territoire. On va être dans un peu comme l'Ardèche par exemple. On a des communes, voilà, donc pour la Loire. À l'échelle nationale, les polarités multiconnectées sont celles où on a le plus de médecins généralistes pour 10 000 habitants. On va être autour de 61 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Donc pour les polarités multiconnectées, sur notre territoire, c'est par exemple ça correspond à Noir-Étable, hein, qui s'inscrit dans ce type de polarité. Je précise, ça ne veut pas forcément dire que le chiffre est le même pour Noir-Étable, mais c'est pour donner un exemple de ce qu'est une polarité multiconnectée. Sur les polarités structurantes et les centralités relais, on est à moins de 40 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Dans la Loire, on a une très grande disparité sur ce phénomène-là. On va avoir jusqu'à 153 médecins généralistes pour 10 000 habitants à Boin, pardon. Mais on peut descendre à moins de 5 pour 10 000 sur 7 des centralités analysées. Les centralités qui vont généralement être moins pourvues, ce sont soit les centralités qu'on va retrouver sur des secteurs de montagne, Noir-Étable justement, donc qui est bien en deçà du phénomène observé à l'échelle nationale, ou les centralités relais, telles que Sorbier ou Mably. À l'échelle de notre département, c'est dans la plaine du Forêt qu'on va avoir les centralités, les centres-villes de centralité où il y a les taux les plus élevés pour la concentration des médecins. Enfin, sur la thématique du travail et de l'innovation, il a été proposé un indicateur sur la mixité fonctionnelle des centres-villes, donc la confrontation en fait entre le rôle économique et le rôle résidentiel de ces communes et de ces centralités. Donc la mixité fonctionnelle est calculée, elle s'apprécie par un ratio relatif du volume d'établissement rapporté sur le volume de logements que l'on peut observer dans ces centres-villes. Donc, dans les centres-villes français, c'est la fonctionnalité résidentielle qui reste prédominante sur la fonctionnalité économique. On observe en valeur médiane 22,6 établissements pour 100 logements dans les centres-villes, alors qu'on va être à un peu moins de 24 en périphérie. Et on a 20% de la surface bâtie qui va être dédiée à l'activité, alors qu'on est à 24% en périphérie. On va avoir des phénomènes observés différents selon la typologie des centralités qu'on observe. Sur les polarités structurantes et les centralités indépendantes, on va avoir quand même une polarité, une fonction économique pardon, qui va plus s'affirmer. C'est pour ça qu'on va avoir des taux plus élevés. On va tourner, on voit par exemple ici Saint-Étienne à 30, on a Husson même qui monte par exemple ici à 40. Et par contre, sur les polarités des fonctionnalités, des centralités relais et résidentielles, on va avoir tendance à observer des chiffres plus bas. C'est pour ça qu'on observe des points ici qui se retrouvent plus bas avec des indices de fonctionnalité économique qui descendent par rapport à la fonctionnalité résidentielle. Ça n'empêche pas quelques exceptions, hein, comme Saint-Prix-en-Jarret à nouveau ou par exemple Sorby. Voilà donc pour un petit peu les indicateurs qu'on a pu retravailler et vous proposer de présenter à travers cette publi. Donc, pour aller plus loin, je vous propose de vous montrer, puisque en parallèle de cette démarche et de cet atlas et également de ce poster créé par l'AFNO et disponible sur le site de l'AFNO, il a été mis en place une plateforme Internet sur lequel vous pouvez en fait comparer et choisir par vous-même en fait la centralité que vous saurez observer et l'indicateur qui a été retenu. Donc je vous propose de basculer rapidement pour vous montrer comment ça se présente et puis après on pourra passer aux éventuelles questions.
Donc, je vais devoir arrêter le partage et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, voilà, donc cet atlas des centres, cet outil informatique, cet outil web, comment il se présente? Donc, vous voyez ici l'intégralité des limites communales des centralités qui ont été analysées. Si on choisit par exemple d'opter pour une centralité de notre territoire, par exemple Montbrison, on va avoir donc la commune de Montbrison, la typologie de cette commune, donc on sait que c'est une polarité structurante. On va avoir le dessin du centre-ville qui a été retenu. Donc on peut zoomer dessus, ce qui permet quand même de vraiment comprendre peut-être certaines dynamiques, certaines tendances, s'il y a certains chiffres qui un petit peu surprennent, en gardant bien en tête que le dessin de ce centre-ville, il a été fait pour être homogène à l'échelle nationale et qu'il s'appuie sur un carroyage de 200 mètres par 200 mètres pour vraiment avoir des formes globalement comparables et surtout en s'interdisant aussi de redessiner à la main certains centres-villes parce que l'exercice aurait été beaucoup trop ambitieux et surtout beaucoup trop hétérogène pour la finalité. Et donc à partir de là, donc, si on reste sur la fiche de Montbrison, on peut regarder on retrouve nos différentes thématiques, se déplacer, se divertir, qui va nous permettre de voir comment se positionne par rapport aux différents indicateurs la commune. Et puis on va pouvoir éventuellement la comparer. Donc par exemple, si je décide de la comparer pardon, au Puy-en-Velay, voilà, on va avoir donc les deux structures et les deux indicateurs qui vont ainsi cohabiter et nous permettre, enfin vous permettre, de faire une petite analyse et de comprendre un petit peu, regarder ce qui se passe et d'observer ces phénomènes. Voilà, donc pour ce qu'il en est de cet outil donc disponible et accessible à tous. Et donc vous retrouverez le lien dans la présentation. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous propose de passer aux questions. Donc une première question, comment différenciez-vous les polarités structurantes et les polarités indépendantes? Donc les polarités structurantes et les polarités indépendantes, je vous propose, je vais revenir sur la cartographie avec la définition. Donc du coup, alors les polarités structurantes, on va vraiment être sur celles qui concentrent beaucoup d'emplois, donc qui ont une grosse capacité d'attraction des actifs et qui ont aussi un taux d'équipement fort et diversifié. C'est-à-dire quand je dis fort, c'est vraiment conséquent en nombre, conséquent en termes de, alors qualité n'est pas le bon terme, mais en termes de présence d'équipements de haut niveau de gamme. Si on prend la définition de l'INSEE, donc on va retrouver potentiellement université, théâtre, cinéma, enfin voilà, des équipements un petit peu, comment dire, structurants, hiérarchisants en quelque sorte, et qu'on ne retrouve pas forcément sur toutes les communes. Et en parallèle de ça, sur les polarités indépendantes, là, on va avoir quand même un nombre d'équipements et un nombre d'emplois important, mais c'est surtout l'ère d'influence et l'ère d'attraction en quelque sorte, d'attraction au sens domicile-travail, qui va être beaucoup plus restreinte et beaucoup plus concentrée et qui va finalement être très limitée. C'est comme ça qu'on va dissocier et qui ont été dissociés ces deux types de centralité. Euh, alors, sur la question concernant les centralités et leur concordance avec les polarités dans les SCOT. Alors, c'est pas la même démarche, enfin, ça s'inscrivait un peu dans le même principe et dans la même démarche, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que cette démarche des centralités a été menée à l'échelle nationale, avec donc des nécessités de comparaison nationale, alors que ce qui va être mesuré dans la polarité au niveau des SCOT, on va être sur des indicateurs régionaux et donc pas du tout forcément la même échelle de traitement au niveau régional. Par contre, sur le territoire sur le travail qui a été mené ici, ça nous permet par exemple d'avoir des informations. On pense sur les polarités au nord du département. Par exemple, Chauffaille, on sait que c'est une polarité qui interagit avec la communauté de Charlie-Belmont et du coup, ça nous permet quand même à travers ce travail d'avoir des informations sur une polarité voisine qui est dans une autre région, qui n'est pas forcément toujours retenue sur les polarités des Scots que l'on peut travailler au sein de la Loire.
Du coup, alors les données qui ont été exploitées, donc cette étude-là, elle a été rendue en 2023. Le travail avait été lancé en 2021. Ce qui fait que du coup, le carriage INSEE, par exemple, c'est le carriage 2017. Il y a depuis une nouvelle mouture, mais c'est un travail, oui, qui a été conduit sur 3 ans. Donc, qui du coup c'est pas qu'il a une hétérogénéité sur les données, mais on a sur des données qui vont du coup dater entre 2017 et 2020, ça va dépendre, parce qu'il y a quand même un certain nombre de données qui ont été traitées. Il va y avoir des données foncières, il va y avoir les données sirènes, il va y avoir la BPE. Donc, vraiment un grand nombre de données. Donc, je ne pourrais pas précisément vous indiquer quelles sont les dates de toutes les données exploitées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le car voyage INSEE, c'est celui de 2017. Et comme c'est quand même la donnée d'entrée, notamment pour la détermination des centres-villes, je pense que ça donne un bon indicateur. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans l'Atlas des centres, ou tout au moins sur le site de l'AFNO, je crois qu'il y a un annexe qui donne toutes les métadonnées, enfin toutes les données exploitées. Alors, sur la déclinaison à l'échelle départementale, alors c'est une bonne question. Il faudrait, bah, après, voilà, ça peut être un travail qui peut complètement être conduit dans le cadre de la mission observation. Mais après, voilà, il faudrait en saisir le programme partenarial, je pense, pour qu'on aille plus loin dans la déclinaison de cette méthodologie et dans la poursuite de cette réflexion. Tout à fait. Alors pour Boin, euh, alors Boin est pourtant est bien présent sur la carte. Donc, alors il y a peut-être, c'est possible hein, que j'ai oublié de la repréciser, de la renoter à un moment, mais normalement Boin est bien dans l'Atlas. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer là ce webinaire. Donc je vous invite, enfin je crois que le webinaire et le support sera partagé sur notre site internet. Vous y retrouverez les différents liens pour accéder au téléchargement de la publication de l'AFNO, et puis également au site internet que je vous ai rapidement présenté. Et puis, si cette démarche et ce travail méthodologique suscite pour vous de l'intérêt et éventuellement des demandes d'approfondissement, ben, n'hésitez pas à nous solliciter dans le cadre du programme partenarial pour qu'on envisage de poursuivre ces réflexions. Voilà, bah, merci Émilie pour la précision. Donc, effectivement, tout sera disponible d'ici la fin de semaine sur notre site. Je vous remercie pour votre participation et vous souhaite une bonne fin de journée.